sunga Congo, papa sunga Congo, na Congo na Yesu. Papa sunga Congo, papa sunga Congo, papa sunga Congo, na Congo na Yesu. Congo, papa sunga Congo, na Congo na Yesu. Papa sunga Congo, papa sunga Congo, papa sunga Congo, na Congo na Yesu. Bonsoir chers amis téléspectateurs des Canal Kin Télévision. Votre émission essaie de relater un peu l'histoire du Congo comme vous l'avez fait dans votre projet. C'est une histoire qui m'a plu parce que c'est celle que nous connaissons tous mais que nous oublions de temps en temps. Peut-être pour na bapasi, pour na bamaramusus tozo sala, bana bakobela, misale zozo amate, histoire on oublie. Mais je pense quand même retracer une présentation comme carte postale, comme vous avez dit ici, du Congo. La RDC est un État d'Afrique centrale. Au centre du continent, elle est traversée par l'Équateur et s'étend sur une superficie de 2 345 000 km², ce qui fait d'elle le plus grand pays d'Afrique. Outre sa superficie importante, le pays partage 9 provinces avec le Congo-Brazza, l'Angola, la République centrafricaine, la Zambie, la Tanzanie, le Burundi, le Rwanda, l'Ouganda et enfin le Soudan. Situé sur un immense bassin du fleuve Congo, le 5e plus long au monde, donc le fleuve Congo, le pays se présente sous la forme d'une cuvette que borde à l'est une chaîne montagneuse et à l'ouest le mont Mayombe qui se prolonge jusqu'à l'océan Atlantique. Sur le plan climatique, le pays bénéficie d'une moyenne de température annuelle qui varie entre 21 et 27 degrés Celsius. Donc il y a les provinces qui ont été définies maintenant. Nous avons les Bas-Ouélé, l'Équateur, le Haut-Lomami, Haut-Katanga, Haut-Ouélé, Ituri, nous avons le Kasaï oriental, Congo central, la province du Kwango, Kwilu, Lomami, nous avons aussi le Lualaba, le Lua, Maïndombe, Maniema, Mongala, Nord Kivu, Sud Kivu, Nord Ubangi, Sankuru, Sud Ubangi, Tanganyika, Tchopo, Tchuapa, et puis Kinshasa, la capitale, comme c'était auparavant. En ce qui concerne la population, on compte à peu près 500 ethnies pour une population totale de plus ou moins 60 millions d'habitants. Je pense que Cyr me suit quand même très bien, parce que c'est lui qui a rédigé ces documents que je suis en train de vous lire. Il y a entre autres parmi notre population des Bantous, des groupes plus importants, donc le Bantou est le groupe le plus important de la population. Nous avons les Soudanais, les Nilotiques, les Hamites, enfin les Pygmées considérés comme les premiers habitants du pays, ou du moins les premiers à s'installer sur le territoire, donc notre territoire. Bon, pour terminer, je pense que sur les plans linguistiques, on y dénombre à peu près 220 langues. Ça, c'est les dialectes que nous avons au Congo. Mais le pays s'est doté de 4 langues nationales que sont le Lingala, le Swahili, le Chiluba et le Kikongo.
Le français est la langue officielle dans l'administration et dans les institutions, c'est la langue des rigueurs. En ce qui concerne la religion, nous connaissons qu'il y a la prédominance chrétienne. Le premier groupe est constitué des catholiques, suivi des protestants, des kimbanguistes et puis des églises de réveil et les musulmans. Je pense que c'est ce qui était très très important à être dit, parce qu'on le sait, il n'y a personne qui va dire qu'il ne connaît pas ce que je viens de dire, mais on oublie et on n'y pense pas tellement. Et vous parlez d'un développement. Vous pensez qu'avec tout ce que je viens de relater, le Congo doit mériter la souffrance comme on se lamente maintenant? Je voulais simplement vous dire que notre État possède tous les atouts naturels pour figurer parmi les États, les nations, je dirais plutôt, dans ces mondes qui soient des États qui nécessitent nécessairement un développement durable. Voilà. Et je crois que nous ne pouvons engager, je dirais, cette nation dans cette voie qu'à partir du moment où il y a une conscience, où il y a une prise de conscience de tout le fils et filles de ces pays. Je crois qu'on a besoin dans ces pays-là de personnes intègres. Un développement durable, pour vous, c'est quoi? Parce qu'on parle déjà de développement. C'est tout simplement, si je prends le concept tel que nous les connaissons, je vais simplement dire que développement durable, c'est répondre aux besoins présents sans compromettre les besoins de générations futures. En deux mots, c'est ça, quoi. Et en quoi la différence voilà, et en ce qui nous concerne précisément au Congo, je crois que le développement durable, ça commence par une bonne démocratie. Nous devons avoir une responsabilité vis-à-vis de ces peuples. Nous devons avoir une responsabilité vis-à-vis de cette nation. Je crois que le Congo a tous les atouts, je le dis dès le départ, pour figurer parmi les États qui ne peuvent pas être un État qui souffre comme nous le voyons aujourd'hui, atrocement, parce que nous avons des dirigeants qui ne soient pas responsables, qui ne soient pas suffisamment de personnes adéquates pour gouverner, pour diriger cet État. Et c'est pour cette raison, je crois que notre État a besoin, d'une part, de cette démocratie, la vraie, quand je parle de démocratie, la vraie, qui soit une démocratie participative. Et comme vous pensez déjà à la ville de Kinshasa et vous pensez au développement durable, quel genre de développement durable vous prévoyez déjà pour la ville de Kinshasa? Je crois que à Kinshasa, c'est notre capitale. Ouais. C'est une grande ville, la ville de Kinshasa. Je crois que nous pouvons penser que notre pays, et particulièrement la ville de Kinshasa, a besoin de mains de tous ces fils et filles. Ouais. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est le travail. Nous avons beaucoup à construire et à reconstruire dans cette capitale, dans cette ville. Donc, je pense d'abord au travail. Je crois qu'il y a moyen de donner du travail à tout le Quinois. En tout cas, un maximum de Quinois et de Quinoises peuvent avoir demain du travail. Et je pense aussi que nous pouvons aussi souligner quelque chose que beaucoup de politiciens oublient, c'est, j'insiste, c'est faire du social. Faire du social, ça veut dire en fait, c'est pratiquement créer des hôpitaux, c'est pratiquement créer des routes, c'est pratiquement créer des écoles. Je veux dire, tout ça, c'est important, je dirais, pour la ville de Kinshasa, qui, nous le connaissons tous ensemble, jadis, on appelait Kinshasa la Belle. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui l'appellent Kinshasa la poubelle. Ce qui fait mal parfois au cœur. Voilà. Et je crois qu'il y a moyen, justement, de revenir à cette image de Kinshasa que nous connaissions il y a belle lurette. Voilà, mais parce que vous êtes de passage ici en Europe, comme nous avons d'ailleurs eu l'occasion de vous avoir dans cette émission qui se tourne depuis l'Europe, est-ce que vous avez pensé avoir des contacts avec les opérateurs internationaux dans le sens de ce développement durable, parce que ça demande quand même de matériel, ça demande quand même un soutien en financement ou en contact. Est-ce que vous avez déjà essayé dans ce sens-là, ici en Europe?
Bien entendu, je crois que c'est pour cela que je viens ici en Belgique pour essayer notamment de contacter, et d'ailleurs vous pourrez peut-être le remarquer dans le projet dont j'ai rédigé. J'avais eu l'occasion de me faire préfacer, je dirais, par M. Jean Cornille, qui est le sénateur belge, qui serait prêt, en tout cas, ainsi que des amis écologistes qui seraient aussi prêts à me donner un coup de main, mais aussi au niveau de vouloir instaurer une politique de développement durable dans notre pays. Et pensez-vous vraiment qu'on ne peut pas faire quelque chose de nous-mêmes sans compter sur ces gens de l'extérieur? C'est un peu la contre-question de la question que je viens de vous poser. Mais non, je crois que tout est possible. Je pourrais vous répondre ainsi aussi. Mais je crois que nous devons savoir que le Congo ne peut pas s'isoler. Et les concepts de développement durable, ça touche aussi bien, je dirais d'ailleurs, quand on regarde bien ces concepts tels qu'il a été stipulé lors du sommet de Rio. Je crois qu'il n'y a pas de petits États, il n'y a pas de grands États. Je dirais, le Congo ne peut pas s'isoler aujourd'hui. On a besoin justement de travailler avec des États extérieurs. On a besoin justement d'avoir des relations bilatérales avec d'autres États pour essayer justement que justement ces concepts puissent prendre vraiment une forme, quoi. Parce que si on s'isole beaucoup, je crois que l'État congolais, tel que je pourrais peut-être vous présenter, par exemple, nous possédons notamment une forêt, la forêt équatoriale, qui est le deuxième poumon, je puis dire, après la forêt d'Amazonie. Donc on possède le deuxième poumon du monde. Donc je dirais tous les regards du monde aussi sont braqués sur notre État. Au niveau de la biodiversité, je crois que là aussi il faudrait savoir qu'il y a beaucoup de choses que nous possédons et que les regards de beaucoup des États sont braqués sur nous, quoi. Donc on ne peut pas s'isoler. Donc on est obligé d'être ouvert, quoi. On est obligé d'être ouvert, on est obligé de coopérer, on est obligé d'être à même, en fait, nous, d'être aussi un exemple, je dirais, pour les autres États. Surtout vu l'impossibilité matérielle que nous manifestons pour l'instant. En effet, on a aussi besoin justement d'un soutien matériel, voire, je dirais, on a besoin d'un soutien financier pour pouvoir, d'ailleurs, vous le savez aussi bien que moi, que la communauté internationale a souhaité nous accompagner justement tout au long de ces processus. Je crois qu'aujourd'hui, l'heure a sonné. Nous devons discuter sur des projets. Qui dit projet, ça veut dire développement pour moi. Et la démagogie, le peuple l'a connue. Et aujourd'hui, le peuple, et en l'occurrence ici je souligne la capacité de la population quinoise, aujourd'hui, qui n'est plus dupe, qui voit tout, qui comprend tout. Et notre pays a à manger, à boire pour tout le monde. Et nous ne pouvons pas quémander. Nous possédons tout. Et il suffit tout simplement de nous mettre au travail et tout ira bien demain. Des travailleurs, il y a beaucoup de familles de travailleurs qui ont perdu la vie, qui ont été malades. Mais sur le plan économique, la province, la région elle-même, la ville de Mbuji-Mayi, il n'y a plus d'argent qui circule. Cette main-d'œuvre qui travaillait, c'était quand même une masse d'argent qui était infiltrée, injectée chaque mois dans l'environnement immédiat. Et ça a aidé les gens, ça a aidé tout le monde. Vous pouvez avoir une boutique, vous saurez vendre parce qu'il y a quand même des acheteurs pour le faire. Mais aujourd'hui, la Sengami n'est plus là, mais l'Amiba qui restait encore, l'Amiba ne paye plus les agents, ils ont des arriérés. Et c'est ainsi que c'est tout Mbuji-Mayi où on ressent qu'il n'y a plus de vie, qu'il n'y a plus de... C'est difficile.
Dans ces années de guerre, l'État se criminalise. Les diamantaires locaux en font parfois les frais. Le diamant pèse 265 $. Je l'ai acheté ici à une valeur de 4 millions de dollars auprès des créateurs. J'ai payé les taxes de 600 000 dollars à la province. Donc c'était des taxes exagérées. Parce que la réglementation exige de payer juste 1%. 1% de la valeur. Le premier acheteur avait proposé 6 millions. Nous n'étions pas d'accord. Nous voulions 7 millions. Alors l'un de nous, par mégarde, on était encore en discussion, il est sorti avec les diamants. L'un de ceux qui m'accompagnait. Et il est allé chez un autre acheteur. Et là, c'est de là que les problèmes sont arrivés. Et le gouvernement a été informé, le président de la République, il a ordonné qu'on saisisse les diamants. On est resté en prison environ 3 semaines. J'ai donné des explications, je me suis défendu et le président avait compris qu'il n'avait pas raison de faire garder les diamants. Donc il avait ordonné au ministre des Finances qu'on puisse me remettre les diamants. C'est le gouverneur de la banque centrale qui gardait les diamants dans les coffres forts de la banque centrale. Il m'a appelé et puis il m'a restitué les diamants. Donc j'avais suivi la légalité du pays, j'avais payé toutes mes taxes. Mais voir que les diamants pour lesquels j'ai payé les taxes, j'étais en règle avec l'État, étaient saisis et moi-même j'étais jeté en prison, ce n'était pas quand même honorable. Donc je me voyais devant un État, je me disais c'est un État barbare ou quoi. En janvier 2001, Laurent Désiré Kabila est assassiné dans son bureau. On ne sait toujours ni par qui ni pourquoi il aurait rencontré le matin même un marchand de diamants. C'est Joseph, l'un de ses fils, qui prendra la relève, un ancien militaire qui va finalement faire la paix. Mais il lui faut aussi sortir le pays de l'économie de guerre. Tous les secteurs ont souffert. Le diamant n'est qu'un exemple, l'Amiba un cas particulier où se reflète la gestion du pays. Joseph Kabila visite l'Amiba, à l'époque où la production continue à s'effondrer. La société ne peut plus payer ses factures. Les employés ont 2, 3, 4 mois d'arriérés de salaire. Les autorités appellent à la rescousse un ancien militaire britannique. Au départ, c'est un client qui n'avait pas été payé par l'Amiba qui m'a appelé. On m'a demandé mon avis et on a même demandé de mettre en place une équipe pour mener une enquête. Nous sommes allés sur place et nous avons découvert que le problème de l'Amiba n'était déjà pas géologique. C'était une bonne concession qui aurait dû avoir de bons résultats. Le problème ne venait pas non plus du management ou du personnel. Ça aussi, ça allait plus ou moins. Non, le vrai problème finalement, qui pouvait expliquer la baisse de la qualité, c'est qu'en bout de chaîne, on détournait systématiquement les plus belles pierres. D'après nous, c'est plus de la moitié des diamants de joaillerie qui disparaissaient. C'est dans ce centre de tri ultra secret que l'essentiel de la fraude avait lieu. Un centre où nous sommes entrés en 2002, qui n'autorise aujourd'hui plus aucune caméra. Un centre d'où s'évadaient à l'époque 2 à 3 millions de dollars par mois. Alors on est rentré, on leur a dit « Trop c'est trop, on va arrêter les voleurs ». On s'est mis à fouiller et on a trouvé des diamants partout. Il y en avait sous les pieds de table, derrière les balances, tout le monde volait. La société a donc commencé par faire le ménage, opération Harpic, découvrant au passage d'autres techniques de vol.
La méthode la plus radicale, c'était celle du colis fantôme. Ça se passait au niveau de la balance. Le responsable MIBA, qui est assisté de différents agents de la sécurité, fait régulièrement le rapport de production. Quand on met des diamants dans la balance, et que ça pèse 65 carats par exemple, eh bien le responsable MIBA lit 62 carats. Et tout le monde répète 62 carats. Et c'est 62 carats que l'on inscrit dans le registre. Au bout du compte, on se retrouve avec des diamants qui ne sont jamais comptabilisés. Et ça finit par faire beaucoup. En plus, ce n'est même plus la peine de voler physiquement les diamants. Tout part scellé à Kinshasa, où les membres de la mafia revendent le surplus à des hommes de main libanais. Et voilà, le tour est joué. On se partage le magot. Qui est corrompu, qui corrompt? Moi, je dirais plutôt que c'est la même mise sur les ressources kassaïennes par un groupe de personnes qui se servent à volonté et puis au détriment de la population. Donc, il n'y a pas de corruption. Il y a la même mise, il y a ce que le panel de l'ONU avait qualifié dans le temps, après les enquêtes de comment ils ont dit, de pillage. Ça, c'est un pillage, ce n'est pas une corruption. On est en train de piller le peuple kassaï, on est en train de piller la MIBA. Et au vu et au su de tout le monde, c'est de cela qu'il s'agit. Dans ces conditions difficiles pour la population de résister à l'attrait des diamants de la MIBA, ils sont des dizaines de milliers à pénétrer tous les jours dans les mines à ciel ouvert pour dérober quelques pierres. Régulièrement arrêtés par les services de la MIBA, ces clandestins reviennent. Nous entrons au polygone pour... Nous ne pouvons pas voler dehors. Nous venons parce que nous sommes déjà fatigués. Ici, c'est la MIBA, c'est une société. S'il y avait de l'emploi, ici, nous ne pourrions pas venir. Une brigade minière de 400 policiers ne contrôle plus rien. Des gangs armés opèrent jour et nuit dans la concession. On les appelle les suicidaires. Les échanges de tirs font partie du quotidien, une anarchie qui s'installe au cœur des concessions MIBA. Cette histoire, il faut la situer dans son temps. C'est depuis 1960, à notre accession à la souveraineté nationale, à l'indépendance, il y a eu des troubles à travers le pays. Le peuple de cette province, communément appelé le Kassaïen, le Balouba du Kasaï, était éparpillé à travers le pays. Lors des événements des 60, il s'en est suivi 2 ou 3 fois, des gens sont rentrés ici. Il n'y avait pas de structure d'accueil préparée pour recevoir tout ce monde-là, cette marée humaine qui est arrivée. Le leader datant, jeunes qu'ils étaient, avec une marée humaine sous le bras, que faire? Faites tout, débrouillez-vous. Vous avez les diamants, survivez. Ces enfants souffrent. Il y en a beaucoup qui meurent. Aucune maîtrise des opérations techniques. Quand on fait un puits et qu'on va en galerie, aucune maîtrise de la stabilité technique. Et nous sommes dans une zone sablonneuse, argileuse sablonneuse, à 80% le sable. Une moindre pluie, il pleut 10 mois, lent. Donc vous avez les interstices, l'eau entre, ça pèse lourd. Et le monsieur est dans une galerie lointaine à 50 mètres, et tout tombe derrière lui. Il est pris en piège.
nazali na tembe na bambanda nalingi nayebisa bango ngai mpe nakonda wana bakomanganga lokola kane ya shek ezali na ngai atako na bankelome ya esila bango bakoyeba te soki boyokisango bakanginga mboka mwate banyongo elekanga na bankelome ya esila lokola kane ya shek ezali na ngai atako na bankelome ya esila bango bakoyeba te. Joseph Kabila a hérité du système, d'une culture de gestion catastrophique, d'une exploitation clandestine du diamant anarchique. À son arrivée au pouvoir, il affichait de bonnes intentions. Il nous affirmait en 2001 qu'il remettrait de l'ordre sur le marché du diamant. Le gouvernement travaille sur le point de la libéralisation du marché des diamants, comme d'autres points que j'ai mentionnés dans mon discours. Précisément à ce qui concerne le marché des diamants, comme vous le savez, il y a la compagnie ID Diamant. Le gouvernement est toujours en pourparlers avec eux pour trouver des solutions. Comment est-ce qu'on peut arriver à s'entendre avec eux pour qu'on libéralise complètement le marché des diamants alors que c'est eux qui ont maintenant le monopole. Et je crois bien que d'ici 2 semaines ou 1 mois, on va complètement avoir des résultats. 5 ans après, on en est toujours au même point. La société IDI, qui avait obtenu pendant la guerre le monopole d'exportation des diamants du Congo, n'existe plus, mais son patron est toujours là. Dan Gertler, l'homme d'affaires israélien qui commercialisait les exportations de l'Amiba sous Kabila père, est encore dans le sillage de Kabila fils. Il était même présent à son mariage en juin 2006. Dan Gertler, neveu du président fondateur de la bourse israélienne de diamants, est un homme extrêmement discret qui achète quasiment toute la production de l'Amiba. C'est lui qui en fixe le prix. Sa société Emaxon, immatriculée au Panama, a signé un accord avec l'État congolais en avril 2003. En échange d'un prêt de 15 millions de dollars, le diamantaire israélien achète 88% du diamant de l'Amiba pendant 4 ans. Le contrat est signé par le partenaire de Dan Gertler, Chaim Lebovitz, bailleur de fonds du Parti républicain américain. L'Amiba n'a pas fait une bonne affaire. Tout compte fait, il s'est avéré que Emaxon gagnerait 3 fois plus et que le crédit, les prêts Emaxon, étaient de loin plus chers que le prêt bancaire normal. Évidemment, Emaxon dit oui, d'accord, mais moi, j'ai fait les affaires. La banque vous a tout refusé. Moi, je suis venu au secours comme, comment on dit, comme Père Noël. Mais je ne sais pas si en matière d'affaires, le Père Noël existe. Quand nous sommes arrivés en octobre 2001, l'Amiba vendait à $8,06 le carat, soit $10 de moins que le cours du marché international. On a remonté la pente et en 20 mois, on était à $17 le carat. C'était énorme comme progrès. Alors, quand nous avons vu le contrat Emaxon arriver, on a très vite compris qu'ils allaient sabrer tous nos efforts. Le résultat, c'est qu'ils ont réussi à faire redescendre le prix à $13 le carat. $13 le carat, c'était moins que le prix payé aux mineurs artisanaux, un sérieux manque à gagner. En échange de quoi, c'est vrai,
Le prêt Maxon a permis d'acquérir du matériel, de nouveaux investissements indispensables pour remonter la production. Le prêt Maxon a permis d'acheter une nouvelle laverie Kimberlite qui permet de traiter des centaines de tonnes de gravier par heure. Et le prêt Maxon a aussi permis d'acheter une nouvelle dragline, une pelleteuse géante d'un rendement exceptionnel, spécialisée en zone marécageuse. Du jamais vu en 15 ans. Pour faire la même production et dépasser, il faut faire un investissement. Où trouver l'argent? Le pays, c'est un pays à haut risque. Nous étions en Belgique, nous étions ici, en Europe, partout. Non, votre pays est un pays à haut risque, on ne sait pas vous donner l'argent. Entre-temps, nous mourrons. C'est vrai que l'Amiba a été asphyxiée financièrement. Elle n'avait plus droit plutôt au crédit par les circuits bancaires traditionnels, classiques. Donc, ils se sont rabattus sur un individu qui est M. Dan Gatler, qui a posé ses conditions. Et quelque part, parfois, on parle beaucoup de Dan Gatler. Mais il a fait une offre. L'offre a été acceptée. Donc, on ne peut pas l'incriminer jusqu'au bout. Parce que c'est un contrat. Il fallait bien l'accord des deux parties. Dan Gatler n'a pas imposé la signature de l'autre partie. Elle lui a été accordée après accord entre les parties. Un contrat ne lie pas Dan Gatler, donc Emaxon à Emaxon. Le contrat lie l'Amiba à Emaxon. Donc la partie demanderesse était liée, noyée jusqu'au bout. L'autre a sorti en tant qu'homme d'affaires. Il vise à maximiser son profit. Il a posé ses conditions, qui étaient des conditions abracadabrantes, mais qui ont été acceptées. Et puis voilà, le contrat est signé. Qui va-t-on incriminer? Je ne sais pas. Je laisse aux autres de répondre. Dan Gatler n'a pas tenu à répondre à nos questions. Ponctionné sous Mobutu, racketté pendant la guerre, l'Amiba voit sa production bradée en temps de paix. Quant aux nouveaux investissements, ils sont loin du rendement escompté. La dragline, qui a mis plus de 2 ans à être opérationnelle, ne fonctionnait pas lors de notre passage. Elle manque de puissance, elle draine à elle seule la moitié de l'électricité de la ville. Et puis il y a un problème de personnel capable de la manœuvrer. Le formateur sud-africain avait été abattu par des creuseurs clandestins. L'Amiba n'a pas obtenu ce qu'elle a escompté. Ce qui est vrai aussi, c'est que ça n'a pas permis à l'Amiba de se relancer. C'est ça. Je leur ai écrit une dernière lettre. C'était leur dernière chance. Je leur ai dit, messieurs, je suis ici depuis 23 mois et vous avez systématiquement refusé de suivre mes conseils. Quand on a cassé la mafia, personne ne m'a soutenu. Personne n'a été traduit en justice pour les vols, les crimes qu'on a découverts et révélés. Vous venez maintenant de signer un contrat qui remet en question tout ce pourquoi je suis venu, et ce, à votre invitation. Un contrat contraire au processus de Kimberley. Un contrat qui n'est pas transparent, avec des prix manipulés, et qui, très franchement, n'a qu'un objectif, piller la compagnie. It is transfer pricing. It is a deliberate attempt, let's be frank, to loot this company. And I won't Ça, je ne l'accepterai pas. Alors, si vous ne sortez pas de ce contrat, je vous fais un procès. Résultat, j'ai été expulsé du pays en moins de 24 heures. And I was out of the country in 24 hours, yeah. Kamwanga na quartier, bona likambo, likambo ya
banga baninga nasali nini papa nya Vincent bakomi kokotela nganda kwa kisi nasali nini papa nya Vincent baza mobimba bayebi likambo yango mokolo mosusu bayebi. L'Amiba a une concession de 78 000 km², presque un quart de l'Allemagne. Mais en un siècle, elle n'en a exploité qu'un millième. Les potentialités sont énormes et les multinationales ne s'y trompent pas. Alors pour sauver l'Amiba, après 30 ans de moboutisme, 10 ans de guerre et une paix qui n'a pas tout réglé, on se précipite dans les partenariats. L'un d'entre eux a été conclu avec la société De Beers. Le géant sud-africain assure la prospection avant de mettre en place une mine co-gérée par les deux parties. Nos équipes sont allées partout chercher des échantillons, arpenter les marais, essayer de trouver dans les ruisseaux la moindre indication de minéraux qui puisse nous faire penser qu'il y avait là une source de roches kimberlitiques riche en diamants. Alors là, on débarque des hélicoptères. On avait fait pas mal d'exercices de sécurité avec nos gars. C'est vrai que pour la plupart d'entre eux, c'était la première fois qu'ils montaient en hélico. La première fois même qu'ils en voyaient. Alors vous imaginez l'aventure. Ça, c'était dans les tout premiers jours des tests hélico. C'est notre chef de projet. Il avait ce jour-là 4 équipes opérationnelles sur le terrain. La RDC est l'un des 3 meilleurs endroits au monde où il faut chercher en ce moment des diamants. Nous sommes la première multinationale ici. Nous savons que nous prenons un gros risque. On fait un énorme investissement dans ce pays. On ne le ferait pas si on ne pensait pas que ça en vaille la peine. L'histoire nous le dira, mais moi, je suis très optimiste. En 2005, les partenariats se multiplient. L'Amiba signe avec les Sud-Africains et aussi avec une société russe, une société australo-britannique et aussi, bien sûr, avec Dan Gertler International. Tout le monde se précipite pour prendre sa part de gâteau. Le gouvernement congolais fait ses affaires tant à l'ouest qu'à l'est. Des droits sont ainsi cédés sur les 3/4 de la concession. L'Amiba, finalement, est morcelée. Pour son responsable, il n'y avait pas d'autre solution. On n'a pas vendu les terres, nous sommes en train de les valoriser. Ce sont ces terres lointaines qu'il faut qu'on fasse tout d'abord la prospection pour qu'on puisse trouver s'il y a les diamants ou pas. S'il y a les diamants, on l'exploite. Parce que nous n'avons pas assez d'argent nous-mêmes à faire une production assez importante. À ce moment-là, il faut le faire en joint venture. Et cela, nous ne l'avons pas fait seul. Nous l'avons fait avec l'État congolais, avec le gouvernement. Commissaire adjoint, sous-commissaire principaux, sous-commissaire et sous-commissaire adjoint, brigadier chef. Courage, docteur. Faut pas pleurer, c'est le moment des jokes. Pour le gouverneur du Kasaï oriental, les jours se suivent et se ressemblent. Ce qui se passe à l'Amiba ne se décide pas forcément sous sa paillote. Tout passe au-dessus de ma tête, je ne sais pas. J'apprends que De Beers, j'apprends que celui-ci, je prends que Mexon. Ils signent des contrats avec l'Amiba, avec d'autres partenaires. Mais tout ça, ça se fait au-dessus de ma tête. Et puis voilà,
Moi, je suis là pour observer. Peut-être qu'avec la nouvelle constitution, rien ne se fera sans le gouvernement de province. Reconduit démocratiquement à l'issue des élections d'octobre 2006, Joseph Kabila va devoir rediscuter de l'établissement de certains contrats. Car ce qui s'est passé à l'Amiba s'est passé dans d'autres sociétés minières. Beaucoup l'accusent d'avoir privatisé, sans le dire, le patrimoine congolais. Quand on parle de contrat, tout ce qui s'est passé, tout ce qui s'est fait, tout ce qui s'est fait maintenant, c'est conformément à un code minier adopté par l'Assemblée nationale de transition à l'époque, mise en exécution, disons promulguée, une loi promulguée en bonne et due forme. Et le contrat en question, que ce soit avec la GECAMINE, parce que beaucoup de critiques c'est surtout autour de la question de la GECAMINE, c'est conformément à ce code. Maintenant, je suis tout à fait d'accord qu'il y a beaucoup de faiblesses au niveau du code minier, des faiblesses à rectifier. Et voilà les rectifications qui seront apportées par l'Assemblée nationale, députés élus par le peuple. Le changement viendra-t-il de cette nouvelle Assemblée, issue elle aussi du scrutin de 2006 ? La nouvelle Constitution décentralise les pouvoirs de décision. Les Congolais espèrent que dans les années à venir, leurs richesses ne seront pas systématiquement gérées à Kinshasa. Avec la nouvelle Constitution qui attribue 40% plutôt des revenus qui proviennent de la province à la province, je crois que les 40% de l'Amiba, qu'ils le veuillent ou pas, vont tomber dans la caisse de la province. Toutes les entreprises qui vont œuvrer ici ou ailleurs, dans les autres provinces, parce que c'est une question nationale, vont payer leurs taxes à la province. Donc 40% de ces taxes-là reviendront directement à la province. Les régies financières, il en sera de même. Les services des impôts, il en sera le même. Donc je crois que ce sera une chose profitable à la province donc, pour le développement. Dans une ville où diamant ne rime pas forcément avec développement, les richesses du sous-sol sont signes de malédiction. Les habitants de Mbujimai ne croient plus aux promesses. Dans cette région qui a enregistré aux dernières élections le plus fort taux d'abstention, on ne demande qu'une seule chose, que l'Amiba, premier employeur de la ville, continue à fonctionner. La Société nationale de diamants a été au fil des ans ponctionnée, rackettée, bradée et morcelée. Il est évident que nous ne pouvons plus continuer à gérer le pays comme on l'a fait par le passé, pendant la période de Mobutu, pendant la période de guerre, et actuellement. Il y a des réformes qu'il faut faire absolument, absolument, absolument. C'est très clair. Autrement, on va continuer à chanter partout. Nous sommes riches naturellement, alors que nous sommes pauvres. Alors finalement, on dirait que nous sommes des riches imbéciles. Le terme est fort, mais c'est ça la réalité. Cuando la mai sus escucha mi vida, African fiesta yo soy en el Congo. Oye, oye la rumba congolesa. Baila cuando la mai sus escucha mi vida, African fiesta yo soy en el Congo. Oye, oye la rumba congolesa. Baila cuando la mai sus escucha mi vida. Grave. C'est pour cela, je crois que l'heure est venue justement de discuter et de parler et de débattre des idées avec tout le monde, ainsi bien qu'avec vous, les journalistes. Je ne vous arrête pas, mais je dirais que la RDC a toujours été pays en voie de développement depuis des années et ça ne change pas. Bien évidemment, je suis d'accord avec vous, mais le concept de développement durable tel que je vous l'avais expliqué la dernière fois, c'est un concept dans les sphères internationales, en tout cas, telle qu'elle est conçue et telle qu'elle est considérée. Je crois que c'est un concept qui n'appartient pas nécessairement en fait à un État ou à d'autres États. C'est un concept qui concerne tous les États du monde entier, toute la planète tout entière, parce que
tous les individus, toute l'humanité partagent le même air, partagent le même eau, partagent plus ou moins, je dirais, le même ressource. Et c'est ainsi, je crois que à partir de ces postulats, on peut considérer, bien entendu, que en fait, la RDC est un État aussi qui est aussi très, très intéressé justement par ces concepts parce que nous figurons, comme je l'avais aussi dit, parmi les États le plus à avoir des atouts naturels pour figurer parmi les pays qui peuvent effectivement apporter un développement pour cette planète. Et si pour revenir un peu à l'idée